En Suisse, il y a un document qui peut littéralement faire ou défaire une carrière. Et non, ce n'est pas le CV, c'est l'Arbeitszeugnis, le certificat de travail. Il faut vraiment l'imaginer comme un passeport professionnel, un document officiel qui raconte une histoire et qui a beaucoup, beaucoup plus de poids qu'une simple lettre de recommandation. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Est-ce que cette lettre, qui a l'air toute simple, est vraiment le sésame pour un nouveau job? Ou est-ce qu'elle peut, au contraire, se transformer en véritable piège? Les enjeux sont énormes, parce que chaque mot, chaque virgule, peut avoir des conséquences. Voilà donc le programme pour décortiquer ce document si particulier. On va voir ensemble sa base légale, ce qu'il doit contenir, ce fameux dilemme entre dire la vérité et rester bienveillant, les fameux codes cachés, les détails qui tuent comme les signatures et les dates, et bien sûr comment faire valoir ses droits. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout part de la loi en fait. Pourquoi ce document est-il si puissant? Eh bien la réponse se trouve noir sur blanc dans le Code des obligations suisses. C'est l'article 330A du Code des obligations qui pose les bases. Et c'est là que ça devient super intéressant. Ce certificat a une double mission. D'un côté, il est censé aider la personne à avancer, à trouver un autre travail, mais de l'autre, il doit donner une image juste et honnête à un futur employeur. Et comme on peut l'imaginer, ces deux objectifs, eh bien, ils ne vont pas toujours dans le même sens. Maintenant qu'on a la base légale, regardons ce certificat à la loupe. Pour qu'il soit valable, il y a des éléments obligatoires. Voyons un peu ce qu'on doit absolument y trouver. Un certificat complet, qu'on appelle aussi qualifié, c'est une vraie radio du poste occupé. On ne se contente pas de lister des tâches. Non, il faut évaluer objectivement la qualité du travail, la quantité et même le comportement. L'idée, c'est que quelqu'un qui ne connaît ni l'entreprise ni l'employé puisse se faire une idée vraiment claire et juste de la situation. Là, il y a un choix stratégique à faire. Le certificat qualifié, c'est la norme. Mais imaginons que la performance n'était pas top ou que le job était très court. Dans ce cas, on peut demander une simple attestation de travail. Elle dit juste « telle personne a travaillé ici, de telle date à telle date et faisait ça ». Pas d'évaluation, rien. C'est une sorte de porte de sortie pour ne pas se tirer une balle dans le pied pour l'avenir. Attention, on ne peut pas tout exiger non plus. La justice a été claire là-dessus. Un employeur n'est pas obligé d'écrire qu'il regrette amèrement le départ de son employé, ni de le remercier. Et on ne peut pas non plus exiger une mention qui garantirait que le certificat est sans code. C'est une demande qu'on voit parfois, mais ce n'est pas un droit. Et là, on arrive au cœur du réacteur, au dilemme qui se pose à chaque fois qu'on rédige un certificat de travail. C'est une vraie tension juridique. C'est un véritable numéro d'équilibriste. D'un côté, le principe de vérité. Il faut que ce soit honnête et complet, même si c'est pour dire des choses négatives. De l'autre, le principe de bienveillance. Il ne faut pas non plus saboter l'avenir professionnel de la personne. Et évidemment, ces deux principes se tirent souvent la bourre. Alors, qui gagne à la fin? Eh bien, les tribunaux et les experts en droit sont très clairs. Cette citation, elle résume tout. Le droit, c'est d'avoir un certificat vrai, pas forcément un bon certificat. La vérité passe avant la bienveillance. L'objectif, c'est la justesse, pas la complaisance. Et pour bien comprendre ce principe, rien de tel qu'un cas concret. Récemment, un employé a été licencié parce qu'il refusait de suivre les règles de protection contre la Covid-19. Le tribunal a estimé que l'employeur avait non seulement le droit, mais même le devoir de le mentionner dans le certificat. Pourquoi? Parce que c'était un élément essentiel pour comprendre la fin du contrat, même si ça risquait de compliquer sa recherche d'emploi. Allez, on entre maintenant dans la zone grise, le monde subtil, parfois un peu opaque, des messages cachés et des formulations ambiguës. Parce que dans un certificat de travail, ce qui n'est pas dit est parfois aussi important que ce qui est écrit. Imaginez un peu, on lit un certificat et on tombe sur cette phrase « Cependant, des irrégularités ont été découvertes après la fin de son contrat de travail ». C'est exactement ce qu'un employeur a écrit. L'affaire a fini au tribunal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le verdict est tombé. Le tribunal a exigé que la phrase soit retirée. La raison est fondamentale. Elle était trop vague. Elle ne voulait rien dire de précis. Elle violait le principe de clarté. Un certificat ne peut pas laisser planer le doute. S'il y a un reproche à faire, il doit être concret et factuel pour ne pas laisser un futur recruteur imaginer le pire. C'est une question hyper sensible et qui revient tout le temps. La santé, c'est privé. Mais que se passe-t-il quand des absences, même justifiées, ont un impact sur le travail? La loi suisse est très, très précise là-dessus. On ne peut mentionner une maladie que dans des situations très spécifiques. Par exemple, si elle a vraiment affecté la performance, si c'est la cause du licenciement, ou si l'absence est tellement longue qu'elle fausse la perception de l'expérience réelle. Pour donner une idée, la justice a jugé qu'une absence de 10 mois sur un contrat de 7 ans n'avait pas à être mentionnée.
Et point crucial, si on mentionne une absence, il faut dire pourquoi, maladie, congé mat, etc., pour éviter toute spéculation. On a beaucoup parlé du fond, mais la forme est tout aussi capitale. Une petite erreur sur un détail formel, et c'est tout le document qui peut perdre de sa valeur. Pour la signature, les règles sont strictes. Ça doit être une vraie signature, à la main. Pas de scan, pas de signature électronique. La personne qui signe doit être un supérieur hiérarchique. On ne peut pas exiger que ce soit le grand patron qui signe, ni refuser la signature de son chef direct. Mais une chose est sûre, un certificat signé par un collègue du même niveau, ça ne vaut rien. Ok, imaginez la situation. On a quitté un job il y a plusieurs années et là, on se rend compte qu'on a besoin de ce certificat. Est-ce que c'est trop tard? Il y a un délai de prescription ou pas? Et la réponse est assez surprenante. C'est 10 ans. Le tribunal fédéral a tranché, le droit d'obtenir un certificat de travail se prescrit bien après une décennie. C'est plus long que pour réclamer un salaire, par exemple. Ça montre bien que ce document est considéré comme un droit fondamental lié à la personnalité du travailleur et pas juste comme une formalité administrative. Bon, pour terminer, la question la plus pratique. Concrètement, on fait quoi si on reçoit un certificat qui nous semble injuste, incomplet ou carrément faux? Heureusement, il y a une marche à suivre. La première étape, c'est toujours le dialogue. On envoie une demande écrite, polie, mais ferme, en expliquant précisément ce qui ne va pas et en proposant même une nouvelle formulation. Si ça ne marche pas, si l'employeur fait la sourde oreille, alors il ne faut pas hésiter à passer à l'étape 2, prendre un conseil juridique. Le droit du travail protège le droit à un certificat juste, et il y a des moyens de le faire respecter. Et voilà, on termine avec une question un peu plus large pour réfléchir. À notre époque, avec LinkedIn, les recommandations qu'on peut voir en ligne, les recruteurs qui appellent directement les anciens employeurs, est-ce que ces documents si formels, si codifiés, a vraiment encore sa place? L'avenir nous le dira, le débat est ouvert.